Le texte en plus. Et moi, j'arrête de parler. Là, on est en live. Hein. Je vais commencer. On attend quelques secondes encore. Personne, je commence. Bon, on va lancer. Eh bien, bienvenue à tous pour notre conférence et débat sur la décolonisation de l'espace public organisée en collaboration avec le Cercle Binabi. Alors, comme vous le savez très certainement, le printemps dernier a vu son actualité marquée par ce que d'aucuns appellent des actes de vandalisme à l'encontre des statues de certaines personnalités, notamment Léopold II, qui sont liées au passé colonial belge. Alors, ces actes, en réalité, s'inscrivent dans des revendications plus larges, appelant à réévaluer l'espace, réévaluer la place des statuts en fait de ces personnalités-là, et également des noms de rues ou des chaussées, par exemple, dans l'espace public. Alors, ces statuts doivent-elles être déboulonnés par souci de ne pas faire l'apologie d'un passé esclavagiste et colonial? Doivent-elles être au contraire maintenues par peur de supprimer une partie de l'histoire coloniale ou l'histoire de la Belgique? Ou alors d'autres solutions existent-elles? Alors pour en discuter et en apprendre un peu plus sur les enjeux du sujet, nous avons le plaisir d'accueillir Calvin Soares, député à la région bruxelloise. Alors Calvin Soares est intéressé et apporte ce thème au sein du Parlement. Nous avons également le plaisir d'accueillir Aliou Baldé, représentant du collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Et il est également fort investi dans la question. Nous avons aussi le plaisir d'accueillir le président du cercle Binabi, Harrison Sadissa. Alors, comment est-ce que la soirée va se dérouler? Eh bien, Kevin Soares et Aliou Baldé vont nous faire une intervention qui servira à nous présenter les enjeux de la problématique en fonction de leur spécialité. Ensuite, nous passerons à une discussion avec eux qui sera animée par Harrison. À cela va suivre une question-réponse ou réaction avec le public qui va réagir en fait en commentaire. Et justement, j'invite le public à réagir en commentaire. N'hésitez pas à poser des questions ou à mettre des réactions. On prend tout en compte et on va ensuite les communiquer à nos intervenants après leur intervention, justement.
Donc, sans plus tarder, j'accorde la parole à Calvin Suarez. Ton micro, camarade. Merci. Oui, merci à Mohamed et au Cercle des étudiants arabo-européens pour l'invitation. J'aimerais d'abord dire que je suis très, très, très heureux que le Cercle des étudiants arabo-européens s'intéresse à la question et nous invite à cet événement dans la mesure où c'est une question qui touche tout le monde. Ça, c'est la première chose. Toutes les Bruxelloises, tous les Bruxellois, mais aussi tous les Belges et tous les citoyens qui vivent dans ce pays. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure de la soirée, on fera la démonstration que cette histoire et son implémentation dans l'espace public a un impact concret sur les gens et sur quelles que soient les origines en réalité. Parce qu'il y a dans l'espace public des éléments coloniaux qui ne sont pas uniquement liés aux afrodescendants, mais qui sont liés à, je vais dire, à toute une série de populations venant d'Afrique et venant d'ailleurs, et ça a un impact concret dans la vie des gens. Alors, d'abord, quelques petits rappels historiques, parce que, vous savez, c'est comme lorsque certains acteurs et certains partis politiques, c'est comme lorsque on reçoit une révélation divine. Vous savez, certains ont reçu une révélation divine et ils se sont jetés sur la matière comme s'ils avaient pris position depuis très longtemps sur la matière. Or, on le sait, les ouvriers de la 25e heure, les gens qui surgissent de nulle part au dernier moment pour dire c'est nous qui portons la question depuis longtemps, on en trouve beaucoup. Mais les courageux et les courageuses qui osent affronter la question au moment où c'est chaud, c'est-à-dire au moment où ce n'est pas populaire, au moment où on se fait insulter, il y en a très peu. Et donc, j'aimerais situer la question même au début du XXe siècle. Parce que faut pas oublier que ce qu'on enseigne, c'est-à-dire que l'immigration noire africaine, subsaharienne, aurait commencé seulement à partir des années 50, c'est complètement faux. D'ailleurs, récemment, nous avons communiqué et attiré l'attention sur l'histoire des 32 soldats congolais qui ont combattu dans l'armée belge, ici en Belgique. Les autres ont combattu en Afrique, mais en fait, c'est un signe et c'est une preuve que la réalité de l'immigration afrodescendante existait déjà au début du XXe siècle. Et les 32 dont je parle, certains ont fait leur vie ici. Donc, on ne peut pas dire que ces gens n'ont pas vécu et n'ont pas subi le racisme dont on parle, les conséquences de la colonisation dont on parle. Certains ont vécu dans le quartier Saint-Géry. C'était leur quartier. C'était des domestiques, c'était des gens qui vendaient des choses, des friandises pour pouvoir survivre, qui avaient des familles. Et c'est après que certains sont allés s'installer à Matongué. Donc, quand on vous dit que Matongué, c'est seulement 1960-1970, c'est absolument faux. Les afrodescendants étaient déjà installés là. Et donc, ces afrodescendants portaient déjà les questions dont nous parlons. Et deuxième point historique, et ça je le dis pour tout le monde, parce que quand on parle des statues, quand on parle des monuments, quand on parle de la manière dont l'espace public est aménagé. Alors je vois qu'ici nous sommes 4 hommes. Bon, la prochaine fois, je pense qu'il faudra penser à inviter une femme, mais cet espace public est aménagé sur la base de la société patriarcale, que promouvait d'ailleurs la colonisation. Et donc, vous vous rendez compte que, en fait, à l'époque, ces statuts ne poussent pas comme par enchantement. Ce sont des choix politiques, c'est-à-dire que ce sont des bourgmestres, ce sont des échevins qui ont soutenu des associations coloniales. C'est l'État qui a soutenu des associations coloniales,
des souscriptions pour qu'on mette en place toutes ces statuaires, ces monuments, toutes ces infrastructures. Dans quel but? Et ça, on est au cœur du sujet. Dans le but de légitimer une politique qui avait instauré ce qu'on a appelé la hiérarchie des races, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on voulait mettre dans la tête des Belges l'idée que le noir était inférieur au blanc. D'ailleurs, si vous circulez partout à Bruxelles, à part le monument Square Riga à Schaerbeek, tous les monuments et toutes les statues où on représente un noir, un blanc et on va vous dire un arabe, parce que lorsque vous allez au cinquantenaire, vous avez un monument où on parle des arabes, entre guillemets, même si ce ne sont pas des arabes. Eh bien, l'arabe, entre guillemets, ou le noir, entre guillemets, est toujours en dessous du blanc. Donc, on parle de la propagande coloniale. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a voulu légitimer la politique coloniale qui était en cours en Afrique, et notamment au Congo, au Rwanda et au Burundi. Je vais vous montrer tout à l'heure un livre qui déconstruit et qui explique comment l'État belge a mis en place toute une propagande visant à légitimer cette politique. Et n'oublions pas une chose, on a utilisé, vous êtes des étudiantes et des étudiants, on a utilisé aussi les universités dans cette entreprise de hiérarchisation des races. C'est-à-dire que le racisme scientifique a été utilisé comme un outil pour légitimer cette politique. Donc, c'est de là qu'on vient. On vient d'une politique. Et l'idée aujourd'hui, c'est de décoloniser cette politique et ses conséquences. C'est quoi une décolonisation? Il faut qu'on se mette d'accord sur le terme. Il ne faut pas faire l'erreur de tomber dans le piège de ceux qui vous disent, mais en fait, de quoi vous parlez? Les pays africains ont été décolonisés dans les années 50, 60, 70. Pourquoi est-ce qu'on parle encore de décolonisation? Mais non, parce que, comme Césaire le dit, en fait, la propagande qu'on a mis dans la tête des Belges d'origine blanc a servi à les abrutir eux-mêmes. Comme Aimé Césaire le dit, à les déciviliser, à les rendre sauvages. Parce qu'on ne peut pas considérer qu'on est, parce qu'on a une couleur de peau différente, on est supérieur à une personne. C'est un lavage de cerveau qu'on a fait aux gens. Et donc, la décolonisation ne doit pas concerner seulement l'espace public. Pour qu'on arrive à décoloniser l'espace public, il faut qu'on arrive à décoloniser la mentalité des responsables politiques eux-mêmes. Parce que ce sont eux qui vont prendre les décisions. Et pas seulement, on ne doit pas décoloniser seulement les afrodescendants. Puisque, comme je viens de vous le dire, le lavage de cerveau, il concernait aussi les Belges d'origine des Blancs. Alors, aujourd'hui, quels sont les enjeux? Donc, vous avez toute une série de partis politiques, toute une série d'acteurs qui vous disent « Oui, nous, on prend ça, ça et ça, on était sur le dossier depuis très longtemps. » Non. Moi, j'ai été un acteur associatif qui a porté ça à un moment où on nous insultait, où on nous traitait d'extrémistes, de radicaux. Et donc, il est absolument important de situer les positions des uns et des autres. À l'époque, vous savez, aujourd'hui, au fédéral, on parle de la commission Vérité, Réconciliation, commission Congo, comme on l'appelle. Mais est-ce que vous savez qu'en 2014, Écolo, à travers Zoé Genoux, a déposé une proposition de résolution pour qu'on instaure cette commission. Et à l'époque, on avait traité Zoé Genoux d'extrémiste au Parlement fédéral. À l'époque, cette proposition de résolution n'a même pas été prise en compte. Elle a été enregistrée, mais n'a même pas été prise en compte. En 2017, Benoît Ellings, qui est premier échevin écolo à la ville de Bruxelles, prend la place de Zoé Genoux au Parlement fédéral. Il réintroduit le même dossier. Ça ne passe pas. Donc, après quelques accords, les partis de gauche ont accepté de signer la résolution. Je parle du PTB, je parle du SPA, je parle du PS. Mais historiquement,
le Parti écologiste, sur la question de la décolonisation globalement et sur la question de la décolonisation de l'espace public, a été le premier à porter politiquement les revendications des associations. Et donc, aujourd'hui, concrètement, à Bruxelles, la question qui est posée, vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'on déboulonne les statuts, est-ce qu'on les contextualise? Moi, j'ai été à l'initiative d'une résolution au Parlement bruxellois. Et que dit cette résolution? Et là, je vais parler aux jeunes parce que moi, j'aimerais établir un constat de base. Vous avez des gens qui ne se sont jamais prononcés sur la question décoloniale. Ces gens, du jour au lendemain, qui ont des responsabilités ou qui sont dans certaines associations, viennent vous voir et vous disent « on va tout raser et tout de suite ». Ne vous inquiétez pas, nous avons le pouvoir de tout raser et tout de suite. Est-ce que vous pouvez, en tant qu'étudiant, de par votre réflexion scientifique, croire que quelque chose qui a été mis en place pendant un siècle, en quelques mois, on va tout raser et tout de suite? Non. Pour moi, ce postulat de base, là, déjà, montre que certains jouent avec les pieds des gens. C'est-à-dire que nous devons prendre en compte la complexité de l'histoire. Est-ce qu'il faut qu'il y ait des questions taboues? Non. On ne peut pas avoir de questions taboues. Donc, est-ce qu'il faut parler d'enlever certains statuts, de diminuer, de travailler sur la quantification? Donc, pour moi, vous l'aurez compris, on ne peut pas tout raser. Matériellement, c'est impossible. Prenez par exemple le cinquantenaire. Vous allez raser le cinquantenaire? Ce n'est pas possible. Néanmoins, est-ce que certaines infrastructures peuvent être enlevées pour faire la place à de nouvelles figures? Parce qu'il ne faut pas oublier que contrairement à ce que la propagande a mis dans la tête des gens, tout le monde n'était pas favorable à la colonisation et à ses procédés à l'époque. Il y a des gens qui se sont élevés à l'époque de Léopold II pour contrer cela. Pour moi, les femmes et les hommes, et surtout les femmes, qui ont combattu la colonisation, qui ont combattu l'esclavage, qui se sont élevés contre le système, en Afrique et ici, doivent être beaucoup plus visibles dans l'espace public. Et donc, pour qu'ils soient plus visibles, il faut qu'on diminue. Pour moi, Léopold II, ce qu'on a fait à l'époque, c'est de la glorification. Plus de 70 traces de Léopold II à Bruxelles, il faut les diminuer. Maintenant, pour moi, il y a également le travail des artistes. À l'époque, ce sont des sculpteurs qui ont fait les œuvres. Pourquoi aujourd'hui ne pas donner la main à des artistes pour faire des transformations artistiques? Ça, c'est extrêmement important. Et oui, le travail que fait le collectif Mémoire coloniale, certaines traces dans l'espace public permettent de le faire. Parce que pour moi, l'objectif principal, c'est de faire de la décolonisation un outil efficace de lutte contre le racisme. C'est de faire tomber l'idéologie du racisme. Parce que si on rate cet objectif, dans 20 ans, nos enfants vont dire « Ok, vous avez tout rasé, vous avez obtenu ça, mais on est encore victime de racisme. On est encore victime de racisme structurel. C'est quoi les résultats que vous avez obtenus? » Donc, je demande aux jeunes de garder la tête froide. Par exemple, le bourgmestre d'Ixelles, il a dit « Storms, il va être enlevé. » Il y a eu le Covid. Je sais qu'il y a certains qui essayent de mettre les bâtons dans les roues du point de vue administratif pour que ça traîne, donc, mais il va partir. Donc, il y a toute une série d'outils qui peuvent être mis en œuvre et qui répondent en fait à la complexité du problème et pas répondre de façon binaire, on rase tout ou on garde tout. Écolo n'est pas dans cette perspective-là. Et deux derniers points, quand on parle de contextualisation, certains pensent, et certains partis espèrent ça, certains pensent qu'on va mettre une petite plaquette derrière une statue et puis c'est bon. Non, ce n'est pas ça une contextualisation. Une contextualisation, que ce soit physiquement ou que ce soit symboliquement,
cela doit avoir une taille et un poids au niveau de la visibilité, au niveau du symbole, pour que ce soit de la contextualisation. J'attire votre attention aussi sur le fait que, vous savez, on va voir les résultats de la Commission fédérale. Mais vous devez connaître l'histoire de ce pays parce que nous ne sommes pas logés à la même enseigne en termes de responsabilité historique au niveau de la colonisation. Certains partis, certaines personnes, certaines familles ont moins intérêt à ce que la vérité se fasse. Alors, je vais vous dire que moi, je suis un peu plus à l'aise parce que je suis dans un parti qui est né après la colonisation. Donc, ce parti a moins de complexe à porter ces questions, mais doit tenir compte de toute la complexité du débat. Et dernière chose, peut-être qu'on y reviendra dans le débat tout à l'heure, nous avons toujours porté, quand je dis nous, les acteurs qui ont lutté depuis très longtemps, nous avons toujours porté l'idée que l'espace public doit être aussi un outil pédagogique au service des écoles et au service des universités. Donc, je rappelle qu'au-delà de la résolution au Parlement bruxellois, je siège aussi au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, où on a la compétence de l'enseignement et de l'enseignement supérieur. Comme à Bruxelles, j'ai initié une proposition de résolution qui inclut, et ça vous concerne, qui inclut l'enseignement supérieur. L'idée, c'est de voir avec l'Académie de recherche de l'enseignement supérieur comment imposer dès les premières années de l'université l'enseignement de l'histoire coloniale, mais surtout l'enseignement de l'Afrique, de l'histoire de l'Afrique. Parce que, et quand je parle de l'Afrique, moi, en tant que panafricain, je parle de l'Afrique de Tanger jusqu'au Cap. Hein. Donc, soyons tout à fait clairs là-dessus. Parce que les interactions entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, on n'a pas attendu la colonisation pour avoir des interactions. Et donc, il est très important que cette histoire soit enseignée à l'université parce qu'on sait que certains élèves passent par les mailles du filet, c'est-à-dire, malheureusement, ils ne reçoivent pas l'enseignement de l'histoire coloniale avant d'arriver à l'université. Et donc, accompagné à ça, il faut la création d'un institut de la mémoire de la colonisation pour accompagner tout ce travail-là. Mais on aura peut-être l'occasion de revenir sur ces différents points. Voilà un peu, je vais dire globalement les enjeux, en sachant qu'il y a un GT, un groupe de travail, qui a été mis en place par le secrétaire d'État qui s'occupe des monuments et des sites, Pascal Smet. Mais là aussi, il y a un petit problème. Moi, j'ai interpellé le secrétaire d'État en lui disant, vous faites un groupe de travail, mais vous ne vous coordonnez pas avec la ministre qui est en charge de l'espace public. C'est-à-dire que lui peut intervenir sur les statues, les monuments, mais il ne peut pas intervenir sur les noms des rues, par exemple. Et soyons clairs sur le pouvoir de ce groupe de travail. Certains se font l'illusion ou pensent que c'est ce groupe de travail qui va aller dire « enlevez-moi cette statue, enlevez-moi cette statue ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Le groupe de travail va faire des recommandations au gouvernement. Et c'est le gouvernement qui va revenir vers le Parlement, vers les députés en disant « voici ce que nous voulons faire ». Voilà, je m'arrête ici et peut-être qu'on reviendra plus tard sur d'autres développements dans les débats. Merci. Merci Calvin pour cette intervention très très enrichissante. J'espère qu'on pourra revenir sur certains points dans le débat. N'hésitez pas à mettre des commentaires ou des questions. Ce serait bien pour le débat. Alors, on va passer à Aliou Baldé. Je laisse la parole. Merci Mohamed. Merci d'inviter le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Nous sommes une organisation qui est née en 2012 officiellement et qui depuis travaille sur la question de la décolonisation. Notre nom est un peu long, collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations, parce que nous pensons justement qu'il y a ce lien très intime entre d'un côté ce dont Calvin a parlé, la propagande coloniale, et les discriminations que vivent au jour le jour les afro-descendants en Belgique.
dans l'idée du collectif, ce n'est pas d'ancrer les gens dans le passé en disant que c'est fini. C'est de montrer qu'il y a des dynamiques actuelles, qu'il y a des conséquences actuelles à cette histoire coloniale et qu'elle nous suit au quotidien. Autant ici en Belgique, en termes de discrimination, mais aussi de par le monde, puisque, comme il l'a rappelé également, la colonisation, elle est finie sur le papier. L'administration coloniale blanche a peut-être quitté les différents territoires africains, mais les pratiques restent plus ou moins les mêmes et les systèmes économiques restent plus ou moins les mêmes également. D'où l'un des points fondamentaux de notre ligne politique, qui est le panafricanisme, puisque nous pensons justement que l'Afrique, comme il l'a dit aussi, c'est de Tanger jusqu'au Cap, jusqu'au Haïti d'ailleurs aussi. C'est-à-dire qu'on considère que les diasporas africaines qui ont été prises de force sur le continent et qui ont été amenées ailleurs restent tout autant africaines partout où elles sont, puisqu'elles sont parties avec leur culture, avec leur histoire, et elles ont gardé d'ailleurs ce patrimoine. Et donc, depuis 2012, et quand il parle, Suarez, quand il parle des militants de la 25e heure ou de ceux qui aujourd'hui, parce que décoloniser, c'est devenu un peu le politiquement correct aujourd'hui, c'est-à-dire que tout le monde veut sa part politique, et surtout sa part électorale dessus. On s'exprime à tout va sur la question sans savoir exactement ce que c'est. Et donc, l'un des enjeux actuels pour le collectif, c'est de faire attention à ne pas que le mot décolonisation devienne la sauce de tout le monde. En ce sens où chacun y met de son contenu et au final, on ne sait plus très bien ce que c'est. Comme ça s'est passé d'ailleurs pendant les mouvements d'indépendance dans les années 60. C'est-à-dire que, pour reprendre la phrase de Pierre Messmer, qui est un agent des services secrets français, qui disait que, en fait, on a donné l'indépendance à ceux qui la réclamaient le moins. Il y a en Belgique des organisations qui se battent depuis très longtemps, pas seulement depuis la mort de George Floyd, ou pas seulement depuis qu'on parle de décolonisation dans les médias, mais depuis très très longtemps, même au temps de la colonisation, Calvin l'a rappelé, les 32 qui se sont battus durant la Première Guerre mondiale pour la Belgique, mais aussi avant, des militants blancs belges qui s'exprimaient contre le colonialisme. Nous estimons au collectif Mémoire coloniale que nous sommes dans la longue lignée en fait de tout ce travail qui a été accompli avant nous et qui sera perpétué en partie par nous et qui sera transmis à d'autres. Et donc, dans l'objectif central du collectif, on a utilisé notamment cette question de l'espace public, qui n'est pas seulement les monuments, les statues, les noms de rues. Je crois profondément que, en fait, l'espace public, c'est toute forme de colonialité dans tout ce qui est de public en Belgique. Y compris, c'est en lien, y compris avec les violences policières, c'est en lien, y compris avec les politiques dites d'aide au développement, etc., etc. Et donc, nous devons trouver la colonialité partout où elle est pour l'attaquer dans son fond et la déconstruire afin que tout le monde puisse s'en saisir et tout le monde puisse s'attaquer à la question. Une chose importante aussi, c'est de ne pas oublier que quand on parle d'espace public, en fait, on ne parle pas tellement d'histoire. On parle surtout de mémoire. Puisque dans le chef de ceux qui ont en tout cas pensé cet espace public colonial, qui sont des agents de Léopold II, des associations d'anciens coloniaux, toujours coloniales dans leur pensée, l'idée c'était de marquer dans l'espace public le souvenir qu'ils avaient eux gardé de la colonisation. Et l'une des associations phares d'ailleurs dans ça, qui a fait un énorme lobbying politique pour obtenir dans l'espace public des monuments, s'appelait d'ailleurs la Ligue du souvenir congolais, et chapeautée directement, Calvin l'a rappelé tout à l'heure, par le monde politique, par l'État politique, puisque c'était une association qui était chapeautée par le ministère des colonies et qui a veillé à ce que, pour chaque commune en Belgique, en tout cas pour plusieurs d'entre elles, on ait dans l'espace public le souvenir de cette colonisation. Et c'est ce souvenir justement dont on parle aujourd'hui, puisqu'il n'est en rien en lien avec ce qu'a été véritablement l'histoire coloniale.
Je rappelle qu'il y a un consensus aujourd'hui. Ce débat de la décolonisation n'est plus un débat tellement d'histoire. L'histoire, elle est connue. Évidemment qu'il y a des choses encore à creuser, mais l'histoire est largement connue. Il y a un consensus historique. Les historiens les plus sérieux, en tout cas sur la question, vous disent aujourd'hui qu'on ne peut pas défendre la colonisation. Que l'État indépendant du Congo juste, qui était la première partie de cette colonisation, quand on parle du Congo, c'est entre 1 et 5 millions de morts. Je rappelle que dans cet État indépendant du Congo, Léopold II a tous les pouvoirs. Aujourd'hui, on appellerait ça la dictature, mais vous trouverez encore des gens qui trouvent à nuancer cette image de dictateur chez Léopold II. Et pour en revenir un peu à ce que je disais sur le fait de la récupération du terme décolonisation, aujourd'hui, selon les bords politiques, aussi, vous avez des tentatives de récupération. Donc, si vous allez, par exemple, du côté des nationalistes, des partis nationalistes flamands, c'est plutôt de bon augure, tout ce qui s'est passé dernièrement, puisque ça leur donne le moyen, n'est-ce pas, de renforcer leur base idéologique et de capitaliser électoralement. Dans le sens où, par exemple, si vous demandez à Bart de Wever ce qu'il pense de la colonisation, il vous dira tout de suite que c'est la famille royale, que c'est Léopold II. Ça l'arrange parce qu'il est anti-royaliste et son parti l'est aussi. Et le fait qu'on s'attaque dans l'espace public au monument d'abord de Léopold II, c'est très très bien. Et d'ailleurs, vous avez vu que selon qu'on soit à Bruxelles ou en Flandre ou en Wallonie, les statues ont été plus vite enlevées du côté de la Flandre que du côté francophone, parce que pour eux, s'attaquer à l'image de Léopold II, ça tombe plutôt bien. On va dire, d'abord, il y a le préconçu, c'est-à-dire que les statues sont attaquées, c'est supposé que c'est les étrangers qui attaquent, et donc c'est les étrangers qui posent problème dans notre société. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, vu que c'est des figures réelles, ça les dérange pas tellement. Et donc, on a vite fait de débarrasser ça de l'espace public. Du côté francophone, on a aussi des repositionnements politiques. Dernièrement, certains libéraux, qui étaient pourtant des léopoldiens affirmés, qui défendaient dans tous les médias que Léopold II était un grand roi, aujourd'hui vous diront plutôt, attention, c'est plutôt les catholiques, l'université catholique de Louvain notamment, qui ont fait dans la production de théories de craniométrie qui légitimaient, n'est-ce pas, ce fameux darwinisme social. Et donc, on doit faire attention à ces tentatives de récupération, voir effectivement quelles sont ces organisations, quel est véritablement l'avantage de la décolonisation. Et Calvin l'a rappelé, nous, par exemple, le collectif Mémoire coloniale, on avait été en 2012 voir ce monde politique. En tout cas, à Bruxelles, ici, les partis traditionnels, on avait été tous les voir, présenter ces questions de la décolonisation. Et à l'époque, ce qui nous avait été dit, c'est que nous, Noirs de Belgique, nous étions gentils, que c'est plutôt avec les Marocains qui avaient des problèmes, et que donc on devait rester gentils. Dans un deuxième temps, on nous avait dit que c'est une classe de vieux qui sont nostalgiques de cette question, et donc il faut attendre, n'est-ce pas, que ces personnes passent l'arme à gauche ou à droite, c'est selon, pour se voir débarrasser du problème. Mais non, en fait, parce qu'Apocalypse, ce sont des jeunes de mon âge qui chantent couper les mains, le Congo est à nous. Régulièrement dans les universités, ce sont des chants et des blackface qu'on voit. Et donc, c'est une question qui se transmet de génération en génération, d'où l'objectif du collectif. Quand on a débuté ces visites guidées décoloniales pour lesquelles on est bien connu aujourd'hui, c'était dans l'idée d'achever cette transmission malsaine qui se faisait et aussi d'en finir avec l'amnésie autour de cette question. Puisqu'on a installé une forme d'amnésie après 60, puisque la Belgique n'avait jamais préparé cette indépendance et que donc voilà qu'arrive non pas les mouvements d'indépendance, mais leur apogée quelque part. Et que donc finalement le Congo n'est plus techniquement à la Belgique et on se retrouve dans une situation où un peu on est gêné et donc on fait comme si cette histoire n'avait pas vraiment existé. Et donc ça crée la conséquence que, et les sondages sont là, je
crois que c'est 50% des élèves au lycée qui ne savent pas que la Belgique a eu le Congo, le Rwanda et le Burundi comme colonie. Et donc, c'est grave quand on en arrive là. Et quand on traite la question toujours comme une question qui concerne que les Africains du Congo, du Rwanda et du Burundi. Alors que c'est plus de 80 ans d'histoire de la Belgique et que ça fait partie de l'identité nationale belge. Dans les cours de sciences politiques, on vous dit souvent, en tout cas, basiquement dans les cours d'histoire de Belgique, on vous raconte les clivages qui ont fait ce pays et les 3 différentes communautés qui ont fait ce pays, dont les 2 grandes. Mais on en oublie une, c'est la communauté africaine du Congo, du Rwanda et du Burundi, qui a quand même participé fortement à ce qu'est la Belgique aujourd'hui. Calvin a rappelé la première guerre mondiale. Il ne faut pas oublier que sans ces 32 Congolais, sans la bataille de Tabora, la Belgique ne peut pas se positionner à la table des vainqueurs. Encore une fois, Deuxième Guerre mondiale, sans le Congo, on sait même que le gouvernement se retrouve à l'époque en exil à Londres et que la carte la plus stratégique que le gouvernement belge a jouée à l'époque, c'est la carte du Congo, au travers des minerais, au travers de la force publique. Et sans encore une fois ce Congo de l'époque, la Belgique ne peut pas se positionner, le Congo, le Rwanda et le Burundi. Et donc, et ça continue jusqu'au jour d'aujourd'hui, et c'est pour ça que c'est une question d'actualité, puisque je ne sais plus lequel des Michel qui dernièrement avait été au Conseil de sécurité pour faire valoir la place de la Belgique. Le premier argument qu'il avait sorti, c'est que nous avions une expertise dans la région des Grands Lacs. Expertise basée énormément aussi sur ce fameux musée dit de l'Afrique à Tervuren, qui, au-delà d'être un musée avec des objets, est un musée avec des scientifiques qui y travaillent, qui produisent donc une certaine expertise et qui permettent ensuite à la Belgique de se positionner sur le plan international. Et donc, ce sont des enjeux politiques actuels sur lesquels nous, associations, devons nous mobiliser, associations, qu'elles soient afrodescendantes ou pas, autour de cette question pour amener véritablement à ce qu'il y ait une avancée politique majeure là-dessus. Les questions de décolonisation de l'espace public ne sont pas isolées du reste, elles sont tout à fait liées. Et c'est toute la démarche du collectif depuis le début, c'est qu'on veille justement à ce que, quand on parle de colonisation par exemple, pour éviter de tomber dans des pièges faciles, c'est qu'on va vous dire, il y avait des écoles, il y avait des hôpitaux. Mais dans notre inconscient collectif, école, hôpital, tout ça c'est positif. Et donc la conclusion directe, c'est colonisation avait des aspects positifs. Il faut faire attention à ça, c'est parce que justement on a isolé les éléments sans les mettre en lien avec le reste. Tout comme l'espace public, nous veillons de manière très sérieuse là-dessus et de manière très vigilante à ce que l'espace public soit mis en relation avec toutes les autres dynamiques de domination des communautés afrodescendantes, diasporiques, ici en Belgique. C'est les questions de racisme, les questions liées aux problèmes de logement, les questions liées au fait qu'on n'enseigne pas assez cette question dans les universités, dans les écoles en général. Et donc, nous veillons au grain dessus pour que justement, les gens ne déboulonnent pas pour déboulonner. Même si on déboulonne, il faut le faire dans un cadre. Il faut que ça soit dans un processus clair qui amène véritablement à ce qu'il y ait à la fin notamment des stéréotypes et des préjugés qui mènent inévitablement, comme on le sait, au racisme. Et donc, la question pour nous, ce n'est pas tellement est-ce qu'on déboulonne ou pas. La question, c'est plutôt dans quel processus on se met en Belgique, tout ensemble, pour amener à ce que des questions problématiques et des questions qui sont de nature à diviser n'aient pas comme conséquence la division. Et donc, nous sommes tout à fait dans cette démarche depuis plus de presque 10 ans maintenant, et nous continuerons qu'il y ait des vagues, des pics liés par exemple à la mort de George Floyd dernièrement ou pas. Nous avons été dans cette lutte bien avant cela, et nous avons été très réjouis d'ailleurs de voir que quand il y a eu le mouvement BLM, l'un des points majeurs qui en est ressorti, c'est quand même cette question de l'espace public, parce que le travail avait déjà été fait en amont par diverses associations, diverses hommes et femmes politiques également. Donc voilà, je ne vais pas être plus long que ça, je vais
comment dire, laisser le temps pour les questions et autres. Merci à vous pour vos interventions. Alors, je vais laisser la parole à Harrison pour savoir s'il y a des interpellations, des questions à poser. Un grand merci. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Un grand merci pour vos interventions et merci au Cercle des étudiants arabo-européens de nous avoir invités. Donc, je suis président du BINABI et je vais maintenant poser des questions à nos intervenants. Donc, la première question rejoint un peu donc ce que Aliou disait. Donc, en fin d'année 2019, donc le parti CDNV à Courtrai a décidé de retirer la rue Cyril Verskav, qui était un ancien collaborateur lors de la Seconde Guerre mondiale. Et en réponse à cette décision, la NVA donc, a proposé d'également retirer l'avenue Léopold II à Courtrai, en disant ceci, je cite, si vous considérez qu'on ne peut pas honorer un collaborateur en lui attribuant un nom de rue, alors ce ne devrait pas non plus être permis pour un criminel de masse comme Léopold II. Finalement, la rue et l'avenue ont bien été renommées donc à Courtrai. La question c'est la suivante. Quel est votre point de vue sur ce genre de récupération de politique? Donc comme vous l'avez dit donc Aliou tout à l'heure, donc la NVA c'est un parti nationaliste et anti-monarchiste. Est-ce que ce genre de récupération politique ont un impact sur la cause de manière globale? Oui, effectivement, ça a un impact et ça rentre dans ce que je mentionnais, c'est-à-dire le fait qu'aujourd'hui, tout le monde essaie de récupérer cette question et de mettre le contenu qu'il veut à l'intérieur. C'est à nous, je crois, à rester vigilants dessus et à interpeller un maximum de personnes pour ne pas tomber dans des pièges faciles. Il ne suffit pas de remplacer Léopold II, son nom dans l'espace public pour en finir avec la colonisation de notre espace public. Pour nous, il faut que ce travail-là soit lié à autre chose. La personne qui remplacera Léopold II, il faudra inévitablement qu'on enseigne qui est cette personne. Ou en tout cas, si on rend hommage, par exemple, aux victimes de l'État indépendant du Congo, il faut que, au travers d'un travail pédagogique, on amène les élèves à comprendre pourquoi est-ce que la démarche a été faite et pourquoi est-ce que c'est lié notamment au racisme structurel. Je sais que De Wever ne croit absolument pas que le racisme soit structurel en Belgique. Et donc, si c'est remplacé pour faire un jeu politique, c'est pas de la décolonisation, c'est de la récupération politique pure et simple. Ok, merci. Du coup, je vais revenir à toi. Donc, comme Calvin est occupé pour le moment, il reviendra vers nous tout à l'heure. Donc, une autre question. Donc, le 30 juin dernier, donc le roi Philippe a présenté ses profonds regrets pour les actes et cruautés, les humiliations et les souffrances subies sous le règne de Léopold II, plutôt que des excuses. Déboulonner les statuts ou renommer les rues, c'est aussi reconnaître en soi donc les méfaits de la Belgique envers ses anciennes colonies. Pensez-vous que la difficulté à décoloniser l'espace public est également liée au fait que cela légitimerait des excuses officielles qui ensuite éventuellement pourraient mener à des poursuites ou des procès contre l'État belge? Oui, ça a toujours été profondément lié à ça. Calvin le rappelait tout à l'heure, c'est que selon les familles politiques dans lesquelles on est, on n'a pas toujours les mêmes casseroles coloniales. Et donc, remuer cette histoire, c'est remuer aussi, quelque part, les intérêts politiques et surtout économiques de certaines familles qui sont fort en lien avec certains partis politiques également. L'idée ici n'est pas de dire il y a des bons et des mauvais partis politiques. L'idée, c'est de dire que si cette question, quelque part, est bloquée, c'est parce que aussi il y a ces dimensions-là des choses. Mais profondément, je crois que si on veut véritablement arriver à ce que il y ait des excuses en Belgique, il faut continuer ce combat, il faut continuer à mettre le rapport de force. Il faut que chaque année, au moins, il y ait 10 000 personnes devant le palais de justice ou devant d'autres institutions. Mais souligner une chose, c'est que le roi ne s'excuse pas parce qu'il
parce qu'il le pense profondément. Je ne pense pas. Je pense que, en fait, s'il le fait, c'est parce qu'il se rend compte qu'on est à un tournant de l'histoire. Et ça a eu un rapport symbolique très fort dans le sens où il ne faut pas oublier que pour un certain nombre d'associations coloniales, le roi, c'est le symbole ultime. Et voir même le roi dire qu'il exprime des regrets, c'est une tournée pour eux aussi. J'ai d'ailleurs croisé dernièrement l'un des présidents d'une association coloniale très forte qui m'a dit que lui aussi, il allait faire désormais dans la décolonisation. Et qu'ils allaient s'ouvrir aux diasporas congolaises, etc., etc. Donc, on est dans un véritable changement. Ça veut dire que le combat que le collectif mène et que d'autres acteurs associatifs mènent en train de porter ses fruits petit à petit. Maintenant, c'est à nous de persévérer et de continuer la chose pour qu'un jour, au-delà même des excuses, qu'il y ait réparation. Je sais que c'est un débat qui, aujourd'hui, fait très peur, mais il y a quelques années, décolonisation déjà aussi faisait très peur. Mais un jour, on va y arriver, inévitablement aussi. Merci. Donc ici, on a une question du public donc, qui dit comment pouvoir créer et faire travailler la mémoire coloniale, un musée par exemple, ou faut-il plutôt inclure tout simplement dans un musée de l'immigration qui existe déjà? Ici, moi, j'ai une question qui est un peu dans le même sens. En Allemagne, il existe une exposition depuis 2016 qui s'appelle Berlin et ses monuments, où sont exposées des statues qui ont été déboulonnées au cours de l'histoire. On y retrouve par exemple la tête géante il y a une statue de Lénine par exemple, et d'autres statues représentant notamment des figures du régime nazi. Elles sont retirées de leur piédestal, elles peuvent être touchées par le public et elles sont contextualisées. Et du coup, la question, pour revenir un peu, est-ce que ce genre d'initiative serait pertinent ici? Et quel est ton avis par rapport à cela? Nous avons toujours dit, et Calvin l'a rappelé aussi tout à l'heure, c'est que il faut faire appel à l'imagination des artistes, puisque c'est aussi des artistes qui ont produit cet espace colonial. Je sais par exemple que pour la statue à Trône, la statue de Léopold II qui est très fameuse aujourd'hui, plusieurs artistes ont déjà imaginé comment une façon de la décoloniser. Je pense par exemple au travail très pertinent de Laurent Sengyumva, qui est une artiste belge qui fait notamment Queen Nicolas. Elle va d'ailleurs bientôt faire sa sortie encore. Déjà dans l'imaginaire qu'une femme noire puisse remplacer le fameux Saint Nicolas, c'est déjà en matière de décolonisation un outil formidable. Elle a également fait fondre un double de la statue équestre de Léopold II, qui était un travail aussi très intéressant. Je sais que l'artiste Banksy avait imaginé aussi mettre des statues de personnes qui, autour de la statue, essaient de déboulonner Léopold II. Il y a aussi eu des idées sur le socle sur lequel se trouve la statue aujourd'hui, c'est-à-dire est-ce qu'on ne pourrait pas le transformer, par exemple, en une espèce de sarcophage comme les Égyptiens le faisaient, avec des hiéroglyphes qui rappellent toute l'histoire coloniale tout autour. Donc les idées existent. Maintenant, c'est à nous d'être, créatifs là-dessus et de pousser un maximum pour que l'autorité politique s'en saisisse et en fasse quelque chose. Je crois profondément à la notion de rapport de force. Pour moi, il n'y a pas de bonne volonté, surtout de la part des hommes et des femmes politiques. Je crois que ce qui fait bouger le monde politique, c'est quand il sent qu'il y a quelque chose qui bouge au plus bas et que son électorat est touché. Et donc, si on n'arrive pas à ce rapport de force-là, je ne pense pas qu'on pourrait arriver à grand-chose. Merci. Ici, il y a une autre question dans le chat. Penses-tu que le tourisme historique décolonial est efficace réellement dans l'opinion publique? Le tourisme, c'est-à-dire? Penses-tu que... Donc ça, c'est une question du chat. Hein, donc si la personne peut peut-être clarifier. Donc penses-tu que le tourisme historique décolonial est efficace réellement dans l'opinion publique? Bon, je ne vois pas ce que c'est que le tourisme décolonial. Mais je peux, je vois pas du tout ce que c'est que le tourisme décolonial. Peut-être que les tournées décoloniales, la personne dit. Okay.
Oui, oui, c'est des visites qu'on fait maintenant depuis 8 ans. Ce sont donc les fameuses visites guidées décoloniales que l'on fait. On a eu plein d'avancées grâce à ces visites guidées. Parce que la majorité des gens qui viennent, c'est des gens qui ne savent absolument pas ce que c'est que l'histoire coloniale de la Belgique et qui ont entendu des choses à gauche, à droite et qui viennent clarifier leurs idées en fait au travers des visites guidées. Et en général, ils repartent de là plutôt contents du contenu qui leur a été proposé. Ils comprennent que l'objectif véritable du collectif, ce n'est pas de diviser, c'est plutôt de réunir les gens. Et de mieux faire comprendre une question fondamentale qui a touché à l'identité de chacun d'entre nous. Et donc, dans la déconstruction des complexes de supériorité et des complexes d'infériorité, nous avons largement réussi pour le public qu'on a reçu ces dernières années. On a eu toutes sortes de personnes, hein, des gens qui étaient des universitaires ou tout comme des gens des articles 60, comme on dit souvent, des gens qui partaient pour des projets de développement sur le continent et qui avaient besoin de cette déconstruction au préalable et à qui on montrait que quelque part le mythe du développement aujourd'hui ressemble beaucoup au mythe de la civilisation par le passé. Et donc ils sont armés de certains outils, je ne dis pas qu'ils sont déconstruits complètement, mais ils sont armés de certains outils que pour comprendre les problèmes dans lesquels on se trouve aujourd'hui. Et donc, pour nous, la déconstruction est fondamentale. Et chacun doit se l'appliquer, chacun doit trouver les outils. À défaut d'avoir des outils dans les écoles, etc., il faut soi-même s'armer pour aller comprendre un peu ses privilèges ou en tout cas ses complexes d'infériorité quelque part. Autre question. Donc, en 2018, en juin 2018, donc, on assistait à l'inauguration du Square Lumumba. Donc, ça a été c'est à l'entrée du quartier Matongué. Et depuis, après, et ça, c'est après des années de revendications, bien évidemment, et grâce à des associations comme les vôtres. Quelles sont les figures importantes qui devraient ou qui pourraient être représentées dans l'espace public maintenant que vous pensez qui serait important à mettre en avant? Alors, au-delà de Patrice Lumumba, ça a été déjà un très long combat pour imposer le nom de Patrice Lumumba dans l'espace public. Mais au final, ça a réussi donc le 30 juin 2018, qui était une date très importante pour nous et qui continue de l'être aujourd'hui, puisque chaque année, il y a un certain nombre de manifestations autour de cette place qui est devenu un véritable endroit de revendication politique, comme on le voulait également. Aujourd'hui, nous sommes dans une démarche de surtout féminiser en fait, parce que ça c'est un autre problème encore lié à la colonisation toujours. C'est qu'à Bruxelles, le constat est d'ailleurs très grave, c'est qu'on a 6% seulement de noms de rue de femmes. Et dans ces 6%, il n'y a aucune femme afrodescendante, ce qui est assez grave pour nous. Et donc, on est en train aujourd'hui de travailler à ce qu'il y ait de plus en plus de femmes noires, afrodescendantes, qui ont soit résisté au système colonial, soit à l'esclavage, qui soit sont des combattantes contemporaines hein, du néocolonialisme et d'autres choses. Je pense par exemple que des noms comme Semira Adamou seraient intéressants dans l'espace public. Je pense que Maouda serait intéressant dans l'espace public. Je pense à Maman Miolu Kimbangu, qui, quand son mari a été mis en prison par l'ordre colonial belge dans les années 20 et qui est mort en prison, c'est elle qui a organisé le mouvement kimbanguiste et qui en a fait ce mouvement de résistance pendant plus d'une trentaine d'années. Et son nom n'est pas assez connu. Je pense à d'autres figures féminines qui sont aussi tout aussi importante dans l'imaginaire collectif belge et qui servirait à avoir plus de symboles de femmes noires dans l'espace public et que des jeunes ou des enfants même puissent s'identifier. Et je reviens encore à Queen Nicolas, je pense que fondamentalement, c'est un symbole majeur de ces dernières années et c'est un travail à encourager.
Question du public. Je vous soumets ici une question d'un de mes élèves, donc c'est là, je cite le public. Peut-on aujourd'hui être condamné pour un crime de lèse-majesté si l'on déboulonne une statue de Léopold II? Bon, je suis pas juriste, hein, donc je ne sais pas si effectivement on peut être condamné, mais effectivement quand on s'arme d'une pioche et qu'on prend une hache et qu'on va déboulonner une statue, effectivement on risque des choses sur le plan juridique. L'idée du collectif n'a jamais été d'exposer ses militants à une autre machine coloniale qui est la machine judiciaire. C'est plutôt d'utiliser les moyens de ce propre État pour en finir avec la colonialité dans notre espace public. L'exemple qui a été donné par Calvin tout à l'heure du général Storms, ça a été un long travail de lobbying interne à la commune d'Ixelles que pour amener les autorités communales à décider par elles-mêmes, au travers du conseil communal, d'enlever la statue de l'espace public. Et on a expliqué la démarche, on a expliqué qui était le général Storms, ce qu'il a fait au Congo, le nombre de crânes qu'il a ramenés ici en Belgique, qui sont toujours ici en Belgique, et pourquoi est-ce que nous estimions que sa place n'était pas dans l'espace public, puisque c'était une glorification du personnage. Et donc, il y a des moyens tout à fait légaux qui sont, je le sais, plus difficiles, c'est la voie la plus difficile, mais nous pensons que c'est la bonne voie pour amener véritablement à ce qu'il y ait un processus véritable de décolonisation. Donc, je ne conseille à personne d'aller s'exposer. Il ne faut pas confondre la révolution à la révolte. C'est pas la même chose. Et les révolutionnaires aux révoltés. C'est deux choses très différentes. Question du public. Comment expliquez-vous que c'est la mort de George Floyd aux États-Unis qui semble avoir ramené le débat de la décolonisation au devant de la scène en Belgique et non la mort de Lamine Bangoura, par exemple? C'est une question fondamentale, une question extrêmement importante. Ça, je n'aurai malheureusement pas de réponse à ça. Je crois que la mort de George Floyd avait quelque chose de spécial. Cette vidéo a touché énormément de gens. Il y a eu des George Floyd par centaines tout au long de l'histoire des États-Unis et de l'histoire de la Belgique également. On ne sait jamais dire véritablement d'où viendra l'onde de choc. C'est juste qu'elle vient à un moment donné. Non pas qu'une mort est plus importante qu'une autre. Je suis de près l'affaire Lamine Bangoura et il y a l'affaire Sandadia, on peut multiplier les exemples tels que ceux-là. Donc, on ne sait jamais dire d'où est-ce que ça viendra. L'essentiel, c'est pour nous de veiller à ce qu'il y ait justice pour tous ces cas et d'en finir et qu'il n'y ait plus de Lamine Bangoura et qu'il n'y ait plus de George Floyd. Une question sur la complexité. Parfois, par exemple, on a une figure comme Léopold II, donc qui est le roi bâtisseur. On a Winston Churchill qui a été une figure importante lors de la Seconde Guerre mondiale. Comment expliquer ça, comment décoloniser l'esprit d'une personne qui se dit, à qui on a toute sa vie appris que lui c'est le roi bâtisseur, lui c'est le héros de guerre, et maintenant tout d'un coup à 21 ans, 22 ans, on t'explique que voilà, il y a l'autre côté, il y a l'autre face de cette personnalité. Comment on décolonise l'esprit d'une personne qui a été qui a eu une colonisation de toute sa vie, en fait, dans sa tête? C'est un travail fastidieux. Moi, je prends l'exemple sur ma propre personne, parce que je suis moi-même un colonisé qui essaye au quotidien de se décoloniser. Je crois que le choc est nécessaire pour chacun de nous, en fait. On passe tous par là. Et quelque part, on en apprend. Maintenant, l'idée, c'est pas de se mentir à soi-même, je crois. C'est pas parce que certains, malgré le fait qu'ils savent ce qu'a été l'histoire, restent bloqués sur leur position. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que si c'était une question d'histoire seulement, l'histoire est connue. On la connaît, les gens, on sait quelles sont les responsabilités
exactement. Maintenant, il y a des choses encore à creuser, mais dans le principal, on sait. Pour se décoloniser soi-même, je crois qu'il faut diversifier ses sources. Ça, c'est extrêmement important. Ne pas lire tout le temps les mêmes choses. Il faut aussi entendre les voix d'autres personnes. Il faut aussi se confronter à soi-même, c'est-à-dire interroger ses positions de privilège ou interroger ses complexes d'infériorité. C'est extrêmement important. Fanon disait que pour que le noir, par exemple, se libère, il faut qu'il se libère du regard de son maître. C'est-à-dire l'opinion que son maître a de lui, ou en tout cas comment il peut blesser cette opinion. Il faut qu'il apprenne à faire la paix avec lui-même. Sinon, il ne réussira jamais à vaincre les mécanismes de domination qui s'exercent sur lui. Et donc, le travail de décolonisation, c'est un travail de long terme. Ça ne se fait pas en une fois. Ça se fait en un long processus et parfois même, on n'est pas, même à sa mort, on n'est pas totalement décomplexé, décolonisé. Donc, c'est un travail de longue haleine. L'acteur Ben Affleck, l'acteur oscarisé Ben Affleck, donc va réaliser un film, donc King's Leopold Ghosts, donc des fantômes de Léopold II, donc un film consacré aux exactions commises au Congo sous le règne du roi Léopold II. Donc c'est un film hollywoodien, donc il va avoir une grande influence sur, un impact quand même énorme sur dans les médias et etc. Que pensez-vous de ce genre d'initiative? Est-ce que c'est une initiative qui peut être comparée à ce dont on parlait tout à l'heure, donc une récupération, ou bien c'est une bonne chose? Est-ce que l'impact sera peut-être positif ou elle peut être quelle est ta vision de l'impact de ce genre d'initiative? Tout dépendra du causé dans ce film. Après, c'est l'industrie hollywoodienne, donc il faut faire attention aux mécanismes de propagande qui s'exercent aussi dans cette immense industrie. Pour ceux qui ont vu le dernier Tarzan, par exemple, il n'est pas dénué de propagande également. Donc c'est Tarzan qui va sauver, n'est-ce pas, les Africains du Congo, du colonialisme de Léopold II. Or, ce sont les Africains du Congo qui ont, au travers de leur résistance, fini avec cette colonisation, et non pas un magnifique jeune homme venu d'ailleurs qui, né dans la forêt, n'est-ce pas, communiquant avec les animaux, a libéré les peuples. Non, c'est d'abord les peuples eux-mêmes qui se sont libérés. Donc, tout dépendra du contenu, et j'espère que ce film va interroger également le rôle des États-Unis dans la colonisation belge au Congo, au Rwanda et au Burundi. Parce que ce n'est pas, on dit souvent les États-Unis n'ont pas eu de colonie, mais il ne faut pas nier le fait que certains industriels américains et d'autres ont eu des impacts tout à fait colossaux dans le système colonial belge en tant que tel. Et j'espère que la lumière sera faite sur tout ça. Mais connaissant un peu ce qui est produit en général par ces grosses industries cinématographiques, je ne m'attends pas à énormément de choses. C'est positif dans le sens où c'est un outil en plus qui va être mis là et qui va amener les citoyens et citoyennes à se positionner dessus, qui va amener le débat, et ça c'est jamais négatif. Mais maintenant dans le contenu, je me méfie un peu de ce qui pourra être rendu. Pour en revenir un peu à la question précédente, j'ai oublié de mentionner quelque chose, c'est qu'au-delà des décolonisations individuelles, il faut arriver à des mécanismes structurels. Et c'est pour ça que nous revendiquons, par exemple, que l'histoire générale de l'Afrique soit enseignée dans les écoles, et non pas seulement l'histoire de la colonisation, parce qu'il faut il faut véritablement arrêter de commencer à parler de l'Afrique en commençant par la colonisation. L'Afrique ne commence pas avec celle-ci, et ne finit pas avec celle-ci. Elle se perpétue jusque maintenant. Elle a commencé bien avant cela. Et donc, nous sommes berceaux de l'humanité, berceaux de civilisation également. Et l'Afrique n'a attendu personne pour connaître une quelconque forme de civilisation. Et donc, il faut briser cet imaginaire selon lequel aussi certains ont découvert d'autres. Il faut en finir avec ces mythes. J'arrive chez vous demain, j'ouvre la porte et je vous ai découvert.
c'est complètement ridicule. J'arrive en Belgique en 2020 et j'ai découvert tous les Belges. D'ailleurs, quand je suis arrivé, ils n'avaient pas de gouvernement, ces gens. Je les ai aidés à avoir un gouvernement. Donc, j'ancre l'histoire des gens à partir de mon regard. Et ça, c'est tout à fait problématique. Et nous revendiquons justement à ce que l'école, au travers des différents ministères en charge de l'éducation en Belgique, se charge de faire des programmes corrects. Et je sais qu'il y a un travail intéressant, notamment qui se fait au niveau de la communauté française en ce moment. Du côté de la Flandre aussi, ça bouge. Donc, c'est important qu'on aille vers des mécanismes beaucoup plus importants qui touchent un public de manière beaucoup plus large. Ok, et du coup, j'avais demandé, donc là, je vois dans le chat, donc un mot sur le rôle des jeunes dans cette problématique. Enfin, donc, quel que faire? Alors, le rôle que les jeunes, et moi je suis moi-même un des jeunes qui est passé par là, c'est de pas croire que tout commence avec lui-même. C'est-à-dire que souvent, nous jeunes, quand on se lance dans certaines problématiques, on a l'impression que c'est nous qui avons eu l'idée en premier et que ceux qui venaient avant nous n'avaient pas compris en fait. Non, il faut voir dans ceux qui étaient avant nous, ceux qui ont compris et ceux qui se sont trompés aussi par le passé, faire le bilan de tout ça afin d'amener une part positive dans ce combat. Puisque c'est une lutte de longue haleine et je m'en réfère par exemple au discours de Patrice Lumumba le 30 juin, puisque lui-même comprend qu'il est issu d'une certaine transmission. Il paraphrase notamment Simon Kimbangu, qu'il ne peut pas citer de manière explicite, Kimbangu lui-même qui comprenait qu'il venait de la longue lignée de Kimpavita, etc., etc., et que Lumumba comprend, par exemple, que pour la date du 30 juin 1960, il fallait qu'elle soit transmise aux nouvelles générations et qu'elle soit enseignée, et que cette date représente une mémoire symbolique très importante pour eux. Et donc, nous devons, nous jeunes, nous inscrire dans cette longue lignée de lutte. Les jeunes qui soient noirs, blancs, jaunes, verts ou je ne sais pas de quelle couleur, doivent tous s'inscrire dans une transmission de lutte que pour arriver à véritablement en finir avec des problèmes de capitalisme, les problèmes de patriarcat, etc., etc. Je vois que Calvin est revenu, j'ai assez parlé, je crois. Je vais peut-être lui laisser un petit peu la parole aussi. Un grand merci, c'était très passionnant. Merci Aliou. Donc je vais en profiter vu que Calvin Soares est arrivé. Alors, comment faire travailler la mémoire coloniale, créer la mémoire coloniale? Vous avez parlé d'un institut mémoire coloniale tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres propositions ou vous pouvez plus nous expliciter ce que c'est? Comment travailler sur la mémoire coloniale? Je pense que d'abord, le premier outil, je l'ai évoqué tout à l'heure, ce sont les écoles. Je pense que pendant des générations, on a fait un lavage de cerveau aux gens. Et je pense que aujourd'hui, l'école, l'université, mais aussi les associations qui interviennent dans les écoles, les activités extrascolaires, sont des lieux dans lesquels, et je sais que Mémoire coloniale, par exemple, et d'autres associations font un travail auprès des enseignantes et des enseignants. La deuxième chose, c'est qu'il faut former les enseignantes et les enseignants eux-mêmes et elles-mêmes. Vous savez, moi, j'ai une anecdote. J'ai fait un stage à l'Athénée de Serge Creuse. Et j'étais avec un collègue qui a eu toutes les peines du monde à pouvoir gérer la classe parce que notre maître de stage nous avait demandé de faire une leçon, un cours sur la question de l'histoire coloniale. Et donc, évidemment, lorsqu'on est face à des descendants de colonisés, on a beaucoup plus de mal à gérer une classe. Et donc, il faut former les enseignantes et les enseignants. L'Institut de la mémoire de la colonisation est très important. Pourquoi? Parce que, vous savez, le seul centre spécialisé, l'un des seuls centres spécialisés sur l'histoire coloniale se trouve à Saint-Louis. Quand on ne met pas les moyens, quand on ne crée pas une structure dédiée à une histoire qui fait plus de la moitié de l'histoire de la Belgique, on sait qu'on n'a pas la volonté politique, c'est qu'on n'a pas la volonté de travailler vraiment sur cette question-là. Vous savez,
je pense qu'aujourd'hui, pas seulement les jeunes, mais la population dans son entièreté attend des résultats. Le mérite que ce débat a eu, c'est de faire parler, en fait, des générations différentes. Moi, j'ai eu des collègues, j'ai eu des témoignages, j'ai eu des mails me disant « Mon fils de 10 ans a un avis sur la décolonisation. Ma maman de 90 ans ou ma grand-mère de 90 ans a un avis sur la décolonisation. » Et puis, il y a aussi, on parle depuis très longtemps du musée des immigrations. Donc, dans ce musée des immigrations, il faudra parler aussi de colonisation, de décolonisation, parce que je vais dire que le caractère multiculturel de la démographie que l'on trouve à Bruxelles et en Belgique, ça ne tombe pas du ciel, ça vient d'une histoire. Donc, c'est aussi un outil important. Et puis, il y a toute une série de choses qu'on doit mettre en place. Par exemple, je pense qu'à terme, il faudra arriver à la considération que la colonisation est un crime contre l'humanité. Et à partir, pourquoi est-ce que c'est important? C'est important parce que vous savez qu'il y a un décret en Fédération Wallonie-Bruxelles qui finance donc des événements historiques, en tout cas le devoir de mémoire sur des événements historiques comme le génocide des Juifs, comme le génocide arménien, comme le génocide des Tutsis et le massacre des Hutus modérés au Rwanda. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faudra que l'on reconnaisse la colonisation, ou en tout cas les crimes de guerre, comme des crimes contre l'humanité au Congo. Donc, ce sont des outils, ce sont des exemples concrets qui doivent amener, et je ne parle même pas du musée de Tervuren, l'Africa Museum, parce que ça a été un outil de propagande coloniale extrêmement important. Mais je dis souvent que l'Africa Museum de Tervuren est le cache-sexe colonial de la Belgique. Pourquoi? Parce que regardez, dans un seul musée, on lui a mis toutes les responsabilités sur la tête. On a l'histoire des humains, on a la géologie, on a la zoologie. D'ailleurs, est-ce que vous trouvez normal qu'on mette l'histoire des humains à côté de celle des animaux empaillés? Quand les parents vont avec leurs enfants, qu'est-ce que les enfants font immédiatement? Ils vont voir le lion empaillé, ils vont voir le gorille empaillé. Or, tout le monde sait que dans l'histoire coloniale, on a animalisé les Noirs. Or, personne ne trouve rien à redire. Vous vous rendez compte que quand on parle de l'enseignement, on renvoie au musée, comme s'il y avait des spécialistes, des pédagogues, des didacticiens au musée, à l'Africa Museum de Tervuren. Vous voyez? Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis tout sur le dos du musée. Comme ça, les institutions politiques, les institutions culturelles, les autres institutions, ben, on détourne le regard. Donc, je pense qu'il y a une décolonisation de ce musée qui n'est pas, en tout cas, qui n'a pas eu lieu ou qui n'a pas eu suffisamment lieu, qu'il faudra achever. Et ça, c'est extrêmement important. Et je pense aussi que la transversalité de la question doit être prise en compte. C'est-à-dire que toutes les institutions culturelles doivent prendre en compte la question décoloniale. Voilà un peu quelques pistes. Il y en a d'autres, évidemment, mais voilà un peu quelques pistes qui peuvent nous permettre d'avancer sur la question. Merci. Une autre question. Tu as parlé, vous avez parlé des partis politiques comme Écolo, PTB, PS qui étaient favorables, donc peu favorables à ce genre de débat-là. Mais est-ce que c'est une question de parti politique, d'idéologie de parti, ou plutôt générationnelle ou d'individu? C'est les deux, mais faites attention. Aliou a dit quelque chose tout à l'heure qui est juste. C'est vrai que parfois certains le réduisent à ça. Quand on parle de ce qui s'est passé au Pukkelpop, ce sont des jeunes de 18 ans. Hein. Il faut pas. C'est vrai, il y a un fond générationnel, mais il ne faut pas oublier que les idées, même si elles ont 100 ans, elles traversent les générations. Donc, en fait, il ne faut pas minimiser les positionnements politiques.
N'oubliez pas que la Belgique est un pays dans lequel, parfois, certains préfèrent être président de parti que ministre. Demandez-vous pourquoi. Parce que les partis ont un grand rôle à jouer. Et vous savez, lorsque vous êtes des étudiants, lorsque vous faites des travaux scientifiques, vous allez dans les archives. Moi, je vous engage à aller dans les questions parlementaires, au Parlement bruxellois, au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, au Parlement fédéral, pour connaître les positions des uns et des autres. Et vous pourrez faire la part des choses entre l'hypocrisie politique et la volonté politique, la conviction politique. Pourquoi? Parce que l'hypocrisie politique, c'est de l'opportunisme politique. Regardez, je pense que Aliou, qui est un acteur de terrain, peut témoigner, et d'autres peuvent témoigner. Nous avons dit à des gens qui étaient surexcités, qui pensaient que, en fait, le 7 juin était devenu un moment où ils allaient devenir les nouveaux Malcolm X. Parce que je fais extrêmement attention à ceux qui se limitent à un moment. Pour moi, la lutte est longue. Vous savez, Oumiobe, qui est le héros nationaliste camerounais qui a combattu les Français pour l'indépendance du Cameroun, disait que la lutte, c'est comme un train. À chaque station, il y a des gens qui descendent et puis il y a d'autres qui montent. Donc, ceux qui vont vous dire, c'est ici et maintenant que ça se passe et que ça va finir maintenant, je pense que ces personnes se trompent. Et donc, l'hypocrisie politique consiste à saisir l'opportunité du moment, alors que la conviction politique, elle est sur la durée. Et donc, c'est pour ça que je dis que le positionnement des partis est très important. Et les piliers sont très importants. Vous savez, la Belgique a connu des piliers, le pilier catholique, le pilier libéral, ces piliers, leur positionnement est important. On l'a vu lorsqu'on a parlé lorsqu'on a parlé de la Commission fédérale et de leur positionnement. Vous voyez? Et donc, je pense que il faut aussi, les deux sujets sont importants à tenir à l'œil. Merci. Alors, nous avons une autre question aussi un peu longue. Alors, l'histoire permet de créer une identité, une nation, une citoyenneté. Comment alors pouvoir concilier, négocier plusieurs histoires, plusieurs identités ayant des sources différentes et divergentes, et ce, en faveur d'une paix sociale et de l'inclusion au sein d'une nation? Si tel est le cas, y aurait-il inévitablement un abandon d'une partie de l'histoire de l'un ou de l'autre? C'est le même cas avec la globalisation qui confronte une histoire nationale et globale. En fait, la question de l'identité, je pense qu'il ne faut pas qu'on se trompe. L'identité belge elle-même, elle est multiple. Elle est en train de se construire. Et on voit avec toutes les difficultés que nous avons au niveau de la construction ou des difficultés communautaires, comment la question identitaire se trouve. Alors, est-ce qu'on est dans une question d'identité, d'assimilation, d'intégration, etc. Moi, je pense que c'est fondamentalement une question de déni colonial. Et effectivement, l'identité politique de la Belgique s'est construite sur le déni colonial, en fait. C'est-à-dire que après l'indépendance, entre guillemets, je mets des guillemets parce que pour les panafricains, les panafricanistes, bon, l'indépendance est relative. L'establishment politique et économique belge n'a jamais accepté de perdre ce qu'on a appelé la vache à lait. Le Congo. La bombe atomique, la première bombe atomique que les Américains ont jetée sur Hiroshima et Nagasaki, ils l'ont eu à cause de la Belgique et grâce à l'uranium et l'uranium qui a été prélevé au Congo. Et en fait, cette identité, on est entré dans une espèce de déni qui s'est transformé en désintérêt que l'on a vu se mettre en place sur des générations. Et donc,
oui, on a fait comme si, en fait, presque comme si on n'avait jamais colonisé, en fait. Et donc, quand Aliou parle de Charles Michel qui va à l'ONU et qui dit que nous sommes des experts, ils disent même que eux, ils ont décolonisé, ils sont des experts en décolonisation. Donc, je pense qu'il faut dire que je ne pense pas que ce soit une question. Oui, il y a évidemment que dans les débats qu'on a aujourd'hui, y compris vis-à-vis des questions liées à la multiculturalité, on a un héritage assimilationniste. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas oublier le cas des évolués au Congo. C'est-à-dire que à l'époque, pour que vous puissiez avoir le statut ou le droit de vous asseoir à côté d'un blanc dans un bus, parce que c'était l'apartheid à l'époque, il ne faut pas l'oublier. Ce n'était pas dans la loi, mais dans les faits, c'était ça. Vous deviez avoir ce qu'on appelle un certificat d'immatriculation, dont il y avait peut-être 2-3 000 personnes. Et pour l'avoir, on devait venir faire des enquêtes chez vous. Est-ce que vous mangez avec des couverts? Est-ce que vous écoutiez de la musique classique ou est-ce que vous écoutiez de la musique de nègre, en guillemets? Est-ce que vous vous habillez à l'européenne? Vous savez, ce passé assimilationniste, on le retrouve à la NVA. Hein. La réforme de la nationalité que la NVA a faite et qu'elle voulait continuer, c'est à l'époque où on pouvait venir fouiller dans vos poubelles pour voir ce que vous mangiez, pour voir si vous étiez vraiment en capacité d'obtenir la nationalité belge. Donc, il y a effectivement un héritage de cette pensée assimilationniste qui est tiré, qui vient directement de cette pensée politique, de ce racisme scientifique qui hiérarchise les gens en fonction de leur couleur de peau ou en fonction de leurs origines. Merci, je vais poser la prochaine question. Donc ici, on a dans le public une personne qui me dit merci pour ces interventions super intéressantes. J'aurais une petite question pour Monsieur Suarez. Une autre forme de colonisation existe encore, c'est le néocolonialisme où des multinationales continuent à piller par exemple le Congo. Quelle serait la solution pour lutter efficacement face à ce fléau? Le micro. Quand je mettais les indépendances entre guillemets tout à l'heure, c'est pour ça. C'est-à-dire que, en fait, soyons tout à fait francs et clairs. Regardez le système léopoldien, il n'a pas changé. En fait, il s'adapte. Parce que ce que beaucoup d'entre vous ne savent pas, les gens pensent que les multinationales existent depuis les années 60. Non, les multinationales existaient depuis le moment de l'esclavage. Les entreprises qui faisaient l'esclavage, c'était des multinationales. Et donc, lorsque Léopold II maîtrise quelque part le territoire congolais, il se dit comment faire en sorte, d'abord, que les autres nations, qui certains aussi avaient des yeux sur le Congo, me laissent tranquille pour que je fasse mes affaires tranquillement, et comment maximiser mes gains. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un domaine qu'on appelait le domaine royal, hein, qui se trouvait dans une partie de la région de l'Équateur, le Mayombe et tout ça. Et puis, vous avez d'autres parties qu'il avait concédées, c'est ce qu'on appelait les concessions qu'il avait concédées aux multinationales. Et ces multinationales, je vais vous donner un exemple, deux en fait. Le premier exemple, c'est ce qu'on a appelé l'Anglo-Belgian India Rubber Company, la BIR. Si vous lisez les recherches les recherches scientifiques, les travaux scientifiques qui ont été faits sur l'exploitation du caoutchouc, vous verrez le rôle très important que cette multinationale a joué. Une autre multinationale qui est venue beaucoup plus tard, après Léopold II, c'est Unilever. Donc, comment est-ce que le système a changé? Aujourd'hui, les multinationales ne vont pas directement sur place. Elles passent par les groupes de rebelles qui massacrent, qui pillent,
qui violent à l'est du Congo pour obtenir à un coût beaucoup plus abordable les matières premières. Parce que réellement, vous savez, si les pays africains maîtrisaient leurs ressources et qu'il n'y avait pas de filière parallèle, par exemple, dans le cas du Congo, où 70% des ressources qui servent à faire les outils électroniques, les laptops, les PC, les GSM, peut-être qu'on achèterait normalement l'iPhone à 3 000 € ou à 5 000 €. Mais puisqu'il y a des filières parallèles, ces filières parallèles passent par des groupes d'assassins qui sont obligés de traumatiser les populations, violer les femmes parce que les femmes jouent un rôle important dans ces communautés pour que ces communautés partent de leurs terres pour qu'ils puissent exploiter les terres et vendre de manière illégale à un bas coût les ressources à ces multinationales. Et évidemment, ces multinationales sont très intelligentes. Elles ne vont pas elles-mêmes directement acheter auprès de ces groupes rebelles. Elles passent par des intermédiaires. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà le constat. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je dis une chose, et je le dirai toujours. Parce que je sais qu'il y a la question Rwanda-Congo, je le sais. Personne ne viendra régler le problème des Africains à la place des Africains. Et quand je parle des Africains, je parle des Afro-descendants de la diaspora aussi. Donc, à un moment donné, un jour, il faudra régler le problème Rwanda-Congo. Parce que le pays Congo ne va pas se soulever et disparaître, aller se mettre quelque part d'autre. Le Rwanda ne va pas se soulever et aller se mettre quelque part d'autre. Et vous savez, je vais dire aux jeunes, si on en est là, c'est parce qu'il y a eu des dictateurs qu'on a mis à la tête d'États, y compris le Rwanda et le Congo, et qui ont mené des politiques qui ont leur responsabilité dans ce qui se passe aujourd'hui. Donc, à l'époque, les dirigeants zaïrois avaient des liens. Aujourd'hui, on a un président rwandais qui, sur l'affaire du Congo, moi je ne suis pas d'accord, je le dis ouvertement, et je l'ai dit, je le dis à mes amis d'origine rwandaise que je connais, ce n'est pas acceptable. Et donc, l'Afrique doit se doter d'instruments capables de résoudre par elle-même ses propres conflits. Et donc, les outils politiques, les outils économiques d'intégration économique doivent servir à ça. Et on y arrivera le jour où l'Union africaine ne sera plus financée à 40% par l'extérieur, par la Chine, par l'Union européenne. À partir de ce moment-là, on commencera à changer. À partir du moment où les Africains eux-mêmes commenceront par les peuples à construire l'Union africaine par les peuples et non par le syndicat des chefs d'État, des solutions concrètes vont se dégager. À l'époque, il y a eu l'idée d'une armée africaine qui interviendrait. Normalement, moi, j'ai une honte incommensurable en tant qu'Africain quand je vois ce qui se passe à l'est du Congo aujourd'hui, mais aussi quand je vois le génocide qui s'est passé au Rwanda. Où étaient les Africains? Les autres Africains étaient où? Ça, c'est la question. On a perdu un grand panafricain, John Jerry Rawlings, le président ghanéen. L'une des rares armées qui est restée au moment où les Français, les Canadiens fuyaient le Rwanda, les soldats, ce sont les soldats ghanéens. Et au moment où Lumumba a été arrêté, quels étaient les soldats qui étaient restés? Les soldats ghanéens et guinéens. Il n'y a pas de hasard dans l'histoire. Donc, il y a une tradition dans certains pays. Et donc, je pense que si ces problèmes-là ne sont pas réglés, si nous, les Africains, nous ne nous asseyons pas, moi, je dis aux jeunes Congolais, quand d'autres Africains veulent intervenir pour discuter de cette question, on nous dit « Ah non, 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 vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe là. » Mais à un moment donné, si les Africains ne s'asseyent pas entre eux pour régler les problèmes, ça n'ira pas. Pourquoi est-ce que les Européens se mettent ensemble dans l'Union européenne? Pourquoi est-ce que les Asiatiques se mettent ensemble dans certaines organisations? Ça, nous devons y arriver. Voilà, là, le problème est complexe, mais je pense qu'il fallait prendre le temps pour pouvoir bien expliquer les enjeux.
Alors voilà, j'ai une prochaine question, qui est basée sur le symbolisme. Donc je vais pas trop vous spoiler. Donc c'est une question pour Aliou, mais aussi pour Calvin. Donc je vais pas spoiler le public donc sur les visites des coloniales qui sont très intéressantes et que je vous invite à faire donc avec le collectif Mémoire coloniale et lutte contre les discriminations. Donc personnellement, j'ai vraiment constaté qu'il y avait vraiment euh, le symbolisme est très important donc dans la propagande, on va dire, de ces statues que l'on retrouve par exemple avec la statue de Léopold II, la manière dont elle est positionnée, la manière dont elle est sur un piédestal, enfin elle est positionnée en face donc de la banque ING, etc. Est-ce que donc enfin, tout ça, c'est bien évidemment réfléchi. Est-ce que vous pouvez un peu plus nous éclairer? Et aussi, comme on parlait de l'Afrique, si en Afrique également, il y a également il reste encore des traces de ces anciennes de ces monuments ou de statues qui restent encore en Afrique, des monuments, des statues encore de l'époque de la colonisation. Je vais peut-être donner une partie des réponses. Je pense que c'est important que Aliou donne une partie des réponses parce que j'ai été guide, je fais encore de manière exceptionnelle des visites d'idées, mais c'est Aliou et d'autres militantes et militants du collectif qui sont à la pointe. Donc, je lui laisserai cette partie, notamment, je ne sais pas s'il va spoiler ou pas la position de Léopold II face qui tourne le dos à son palais. Mais pour préciser une chose en Afrique, vous savez, le débat que nous avons ici, là, en Afrique, on n'a même pas commencé le 10e. Pourquoi? Parce que nous avons des dictateurs qui sont d'une tradition où ce sont certaines puissances occidentales qui les placent au pouvoir. Mais en Afrique, on a des infrastructures pires qu'ici. Disons-nous la vérité. La statue de Léopold II, là, elle se trouve à Kinshasa, non? Hein, on m'a dit qu'elle est au jardin botanique. Les noms des rues. En Côte d'Ivoire, lorsque vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous allez croire que vous êtes dans une sous-préfecture de la France. Les ponts Giscard d'Estaing, les avenues de Gaulle. Mais nous sommes ici, nous crions, mais en fait, dans nos pays d'origine, c'est pire. C'est 100 fois pire. Et les pays, si vous allez au Ghana, je conseille à tous ceux qui parlent de décolonisation d'aller au Ghana. C'est-à-dire que vous quittez. J'ai des amis qui sont passés de la Côte d'Ivoire au Ghana à pied. Ils m'ont dit, quand tu arrives à la frontière, ce n'est pas seulement la route qui change. Tu vois déjà que tu rentres dans un autre pays. Mais la manière dont, et ce sont des Blancs, hein, la manière dont les gens te parlent. En Côte d'Ivoire, on voit un Blanc, oh monsieur, hein, on se baisse. Non, le Ghanéen, il est fier. Il est fier d'être africain. Ça, cette fierté-là, j'aimerais la retrouver au Congo. J'aimerais la retrouver en Guinée. Moi, je vois des images, ça me choque. Je vais dans des pays africains, je fais la file à la banque. Il y a un Blanc qui arrive, qui est derrière moi. Il y a des gens qui disent, il faut le laisser passer. Et pourquoi? Ça, c'est ça la colonisation. Vous prenez un pays comme le Cameroun. Le Cameroun, pourquoi le Cameroun a eu son indépendance le 1er janvier 1960? Parce que De Gaulle, qui voulait asseoir son système de domination et d'exploitation, s'est dit, il me faut un pays test. Et ce pays test, c'était le Cameroun. C'est là qu'on a créé la France-Afrique. Et donc, le jour où le roi fainéant, comme on l'appelle, Paul Biya, on l'a surnommé Highlander parce qu'il ne meurt jamais. Il est là depuis 1982. Le jour où il va mourir, le travail de décolonisation que les Camerounais doivent faire, c'est 100 fois plus que ce qu'il y a ici. Donc, nous avons un vrai travail à faire. Pour le reste, je laisse Aliou répondre parce qu'il est beaucoup plus sur le terrain actuellement que moi. En fait, je vais continuer dans le même sens que Calvin. Il y a énormément de similarités entre l'espace public colonial qu'on a ici et celui de l'ancienne Léopoldville, par exemple, devenu aujourd'hui Kinshasa. C'est un travail que l'on fait aussi dans les visites guidées, montrer les similarités qu'il y a justement entre les deux espaces.
Et il ne faut pas oublier que c'est les mêmes politiques qui ont produit les deux espaces, en fait, techniquement. La statue de Léopold II, comme il l'a dit, elle a un double exemplaire qui est à Kinshasa aujourd'hui, toujours dans l'espace public. Il y a une statue de Stanley également. Il y a d'autres statues faites par notamment, comment il s'appelle encore, Arthur Dupagne, qui est l'un des artistes coloniaux par excellence ici en Belgique. Pour ceux qui connaissent un peu Etterbeek, c'est lui qui a fait la statue du tireur à l'arc, qui est pas loin de Thieffry ici. Donc, il y a énormément de similarités. Ce travail de décolonisation ne concerne pas seulement ici la Belgique, il concerne toute l'Europe, il concerne le continent africain et les diasporas africaines, peu importe où elles sont. Je vois aussi une question sur le musée. Je crois que c'est extrêmement important. Comment décoloniser ce musée? C'est une question qui est centrale et qui aurait dû être répondue d'ailleurs avec cette fameuse rénovation. Je crois que la tentative actuelle qui a été faite, c'est que le musée essaye de se dérober à ce qu'il est fondamentalement. Et qu'il est un musée colonial, c'est-à-dire qu'il a toujours été un musée colonial. Le bâtiment en lui-même, déjà, est un bâtiment colonial. Son financement, toutes les pierres qui le constituent, toute la symbolique de ce bâtiment est un bâtiment colonial. Et donc, c'est un mix qu'ils ont essayé de faire, et en cela, ils sont à l'image en feu de la lasagne belge. C'est qu'on a essayé de concocter plusieurs choses à l'intérieur pour faire décolonisation. Mais c'est un échec pour moi, pour notre organisation aussi. On a réagi là-dessus en disant que le musée avait entamé quelque chose, mais qu'il n'avait pas été jusqu'au bout. Et que donc, il était nécessaire que, au travers de la collaboration avec les diasporas africaines ici, que le travail soit poussé à son paroxysme. Pour ce qui est de la symbolique de la statue de Léopold II à Trône, je vais effectivement pas donner le contenu des visites guidées ici. Je vous demande de vous inscrire via nos événements qu'on publie. C'est aussi ça la décolonisation, hein, c'est soutenir sur le terrain les associations qui se battent au quotidien sur la question. Mais donc voilà, je vais pas m'étendre plus là-dessus. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Merci. Encore. Il y a juste une dernière et on va conclure. Alors, la décolonisation de l'espace public, pour peu qu'elle soit, selon votre point de vue, un processus à valider, a-t-elle pour seul but d'éduquer les Occidentaux locaux? Quid de l'après? Que doit en être l'aboutissement in fine au niveau de la perception des peuples de la diaspora au sein de ces pays occidentaux? Mais comme j'ai dit, hein, la question de l'espace public, vu sa similarité, ce travail doit concerner tout le monde. Les visites guidées décoloniales, par exemple, doivent se faire à Kinshasa. Moi, on a un peu travaillé au collectif sur l'espace public même à Kinshasa, et je peux vous dire que tout au long de l'avenue du 30 juin, qui est une avenue centrale, le boulevard du 30 juin à Kinshasa, tout au long, vous avez des rues coloniales. Vous avez à la gare centrale un monument en hommage aux ouvriers qui sont morts lors de la construction du chemin de fer, Matadi-Léopoldville. Je rappelle qu'il y a plus de 2000 ouvriers qui sont morts de travail forcé, à qui on rend hommage là, un hommage parfois très maladroit. Il y a d'autres monuments comme ça un peu partout, hein, dans l'espace public, que ce soit ici, ici en Belgique ou à Kinshasa. Et donc ce travail doit concerner tout le monde. Et en Belgique, justement, on touche tout le monde, puisque le public qui vient aux visites guidées est un public multicouleur, multiconfession, multi-origine et multi-classe sociale également. Donc ce travail, et je crois qu'on a réussi jusqu'ici à toucher de manière collective et très individuelle chacune de ces personnes, et que nous allons continuer inévitablement à le faire. Eh bien, merci à vous. Merci à toi, Aliou Baldé. On remercie Calvin Soares qui est parti. Merci au Binabi et merci au Cercle des étudiants arabo-européens. Merci. Continuez le combat. On vous aime beaucoup. Merci. Un grand merci. On continue également à remercier nos sponsors, qui grâce à eux, on peut continuer à faire ce genre de travail. Merci à Cappuccino et
J'encourage ceux qui peuvent y aller d'y aller. Ils font service remporté. Voilà. Merci à tout le monde. Merci Merci à encore. vous. Au revoir. Ciao.